Alors, bonsoir et bienvenue à cette conférence dans le cadre de notre exposition au Château de Morges, Il y a le feu au lac, histoire d'une Suisse à haut risque. Ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Martin Bagnoud, historien, qui va nous parler donc du tremblement de terre de 1946 en Valais. Très bonne conférence à tout le monde. Voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec moi ce soir pour faire un survol d'une heure environ sur ce tremblement de terre qui a frappé le canton du Valais, mais pas seulement, le 25 janvier 1946. J'en profite tout d'abord pour remercier simplement le Château de Morges pour son invitation. Ça me fait très plaisir de sortir, si vous voulez, des frontières cantonales pour expliquer cet événement, expliquer la manière aussi dont je l'ai étudié. Alors pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je vous propose simplement de vous expliquer le plan de cette présentation, hein. On reviendra dans un premier temps sur ce que j'appelle les faits bruts, hein, le récit des événements, que s'est-il passé au mois de janvier 1946. Ensuite, on parlera d'un phénomène qui fait passer du phénomène physique, hein, à une catastrophe, hein. Ce n'est pas quelque chose qui va de soi forcément, hein. Quand un phénomène physique apparaît, survient à un endroit donné, ce n'est pas forcément une catastrophe, hein. Il y a une construction sociale, on va interroger cette construction sociale. On reviendra dans un troisième temps aux lectures explicatives en fait, qui vont émerger dans la société. On va voir en fait que la population, pour donner du sens à tout ça, en fait, un événement qui est très traumatisant, va se rattacher à des grandes lectures explicatives. On va revenir sur ces lectures-là. Et enfin, je ferai une petite conclusion qui amènera aussi peut-être des questions et une discussion avec vous sur l'émergence de ce qu'on appelle la société du risque, hein. C'est un paradigme nouveau qui s'est mis en place, qui n'était pas du tout là en 1946. Aujourd'hui, nous vivons en fait complètement dans un monde sécuritaire, dans un monde qui est en fait la société du risque. Voilà, donc en guise de préambule, simplement pour vous rappeler que comme de nombreux Valaisannes, Valaisans, hein, j'avais moi aussi entendu parler du tremblement de terre de 1946 dans ma jeunesse, hein. Je savais qu'il y avait eu un grand tremblement de terre qui était survenu grosso modo juste après la Deuxième Guerre mondiale. Ma propre tante, avait 6 ans au moment des faits et elle me racontait toujours quand j'allais chez elle que voilà, elle avait ressenti la secousse ainsi que ses parents, mes grands-parents, et elle s'était cachée en fait sous la table de sa salle à manger et elle s'était tapé la tête très très forte à cause justement des secousses et elle me montre encore maintenant régulièrement la bosse qui selon elle est encore sur son crâne suite à ce choc. C'est une anecdote, mais en fait la plupart des Valaisannes, la plupart des Valaisans ont des anecdotes similaires, hein, du moins dans la partie du Valais central, la partie qui a été le plus touchée par ce séisme, hein. On est vraiment face à un événement qui a marqué la mémoire collective de tout un canton et d'une mémoire en fait, qui s'est transmise, qui continue de se transmettre de génération en génération. Et c'est peut-être le premier point que j'aimerais souligner avec vous quand on parle de tremblement de terre. C'est vraiment la dimension collective, hein, de ce genre d'événements, de ce genre de phénomènes. On a affaire à des phénomènes qui sont massifs, collectifs, dans la mesure vraiment où ils vont impacter en fait tous les pans de la société qui est touchée, hein. On n'est pas face à un glissement de terrain qui est quand même localisé. Là, le tremblement de terre impacte toute la société. C'est pour ça que beaucoup d'historiens, beaucoup d'anthropologues, beaucoup de sociologues parlent pour qualifier les tremblements de terre en fait de fait social total, hein. C'est un fait social total dans le sens où il met en branle la totalité de la société et des institutions. Sur cette image que j'ai choisie en préambule de ma conférence, j'ai simplement mis les images, enfin la photo des dégâts causés par le tremblement de terre dans la ville de Sion, hein, et des réparations de ces dégâts. Alors pour revenir à la genèse de mon travail, à la fin de mon cursus universitaire, j'ai dû faire un choix de mémoire, de master. Et en fait, voilà, à la lumière en fait, des anecdotes familiales et de mon affinité pour les thématiques liées à l'histoire sociale, à l'histoire culturelle, mon choix s'est porté sur ce tremblement de terre de 1946. Un choix d'ailleurs assez heureux puisque actuellement je continue de valoriser en fait ce mémoire et ces recherches au moyen notamment d'une exposition que j'ai faite et qui en fait, a la chance de tourner en Valais jusqu'en 2024-2025. Donc, je suis vraiment très content. Il y a vraiment
en Valais surtout, mais également hors des frontières, une attente de la part du public pour cet événement. Hein. On aime bien revenir sur cet événement de 1946. Voilà, alors pour rentrer dans le vif de notre sujet, pour tâcher de respecter le temps qui m'est imparti également, il est peut-être nécessaire de revenir sur quelques-uns des principaux événements liés à ce séisme, hein, ce que j'appelle moi les faits bruts. Alors ce tremblement de terre a eu lieu le 25 janvier 1946, hein, il y a un peu plus de 80 ans, à 18h32, on était vendredi soir, à 18h32, la terre se met à trembler hein, de façon très très forte pendant 10 secondes. 10 secondes de tremblement de terre, hein, 10 secondes de secousse. L'épicentre de ce séisme, il est situé justement en Valais. Plus précisément, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu le Valais, dans ce massif qu'on appelle le massif du Raville. Hein, c'est une région montagneuse de haute altitude. Hein, j'ai mis une petite image pour vous montrer la situation, qui est située grosso modo entre les stations de ski de Anzère et de Crans-Montana. Hein. Donc c'est une région où il n'y a personne qui y habite. Uniquement l'été, des paysans qui amènent leurs troupeaux et leur bétail. Alors, ce n'est pas très étonnant que ce séisme en fait, se soit passé en Valais, car le canton du Valais, la région du Valais, concentre en Suisse, au niveau helvétique, l'aléa sismique le plus élevé. Hein. L'aléa sismique, c'est la probabilité qu'un tremblement de terre survienne à un endroit donné. Et on le voit très bien au moyen de cette carte, hein, tirée du service sismologique suisse, qu'en Suisse, on a 3 zones sismiques principales, si vous voulez. On a le Valais, hein, d'une zone qui est vraiment violette, donc c'est la zone la plus sismique de Suisse. La région baloise, hein, avec le plus fort tremblement de terre qui a eu lieu en Suisse dans l'époque moderne, en 1356, qui a ravagé la ville de Bâle, et la région des Grisons. C'est vraiment les 3 zones les plus, où il y a le plus souvent des tremblements de terre, ce qui ne veut pas dire qu'un tremblement de terre ne puisse pas arriver dans un autre endroit. Hein. Les tremblements de terre peuvent survenir absolument n'importe où dans le pays. Néanmoins, ces 3 zones concentrent la probabilité d'avoir le plus souvent des tremblements de terre. Et pour le cas du Valais, c'est assez clair, c'est assez évident. On a 270 séismes par année en Valais. La plupart, l'immense majorité de ces séismes ne sont pas forcément ressentis par la population, mais malheureusement en termes humains, chaque 100 ans, on a en Valais un gros tremblement de terre, hein, ce que les médias appellent le Big One, hein, vraiment le gros tremblement de terre. Et là, au niveau historique, hein, les chiffres sont assez clairs. Le dernier, c'est justement en 1946, un gros tremblement de terre. L'avant-dernier, 1855, à Viège, gros tremblement de terre d'une magnitude similaire, hein, on le verra, et l'avant-avant-dernier 1755. Donc il y a vraiment une régularité d'environ 100 ans. Chaque 100 ans, le Valais se voit frappé par un tremblement de terre d'une magnitude d'environ 6 sur l'échelle de Richter. Justement, en 1946, ce tremblement de terre dont on va parler atteint une magnitude de 6,1 sur l'échelle de Richter, 5,8 sur l'échelle de Moment. Hein. Vous savez qu'on a médiatiser l'échelle de Richter, hein, c'est l'échelle qui au niveau médiatique est tout le temps reprise. Néanmoins, la plupart des spécialistes utilisent maintenant une autre échelle qui s'appelle justement l'échelle de Moment. Mais restons sur l'échelle de Richter, hein, 6,1, ça fait en fait de ce séisme le plus puissant qui a eu lieu au XXe siècle en Suisse. Ça fait vraiment partie en fait des gros séismes sur le plan européen, hein, ceux qui sont potentiellement destructeurs et ceux qui peuvent causer de gros dégâts. Hein. C'est des magnitudes qui sont très élevées à partir de 6. C'est vraiment des séismes qui peuvent entraîner des destructions massives au sein des sociétés. Et c'est peut-être un point à souligner, hein, on n'est pas face à un événement ordinaire hein, par sa puissance, on est vraiment face à un événement extraordinaire dans le sens qui sort de l'ordinaire par sa puissance, par son potentiel également de victimes et de dégâts. Alors de dégâts justement, on peut en voir quelques exemples. Hein. On a eu 3 victimes, 3 décès suite à ce tremblement de terre. On va voir que ce chiffre est relativement bas, on va voir pourquoi. On a plusieurs dizaines de blessés hein, dans tout le canton. On a beaucoup de gens qui se blessent en fuyant les habitations, ce qui arrive assez souvent en cas de tremblement de terre. Hein. Sous la panique, on essaye de fuir et c'est souvent comme ça qu'on se blesse. On a plus de 3500 bâtiments touchés entre Brigue et Saint-Gingolph. Donc il y a vraiment
tout le canton qui concentre des dégâts, avec néanmoins en fait la partie du Valais central, les villes de Sierre, Sion, les stations de Crans-Montana, Anzère, Ayen, Salkenen, hein, cette zone du Valais central où là on a vraiment la plupart des dégâts. On a également des dégâts hors des frontières cantonales du Valais. Un quai, notamment à Yverdon, s'est effondré. En fait, on a les cloches de la cathédrale de Berne qui ne peuvent plus sonner durant quelques temps parce qu'elles ont été fêlées. Donc, les ondes sismiques, en fait, ne se concentrent pas dans les frontières cantonales. Elles rayonnent dans toute la Suisse et en Italie, en France, on ressent ce tremblement de terre. Hein. Alors, comme type de dégâts, hein, vous voyez ce qu'on s'attend à un tremblement de terre d'une magnitude 6. On a une image à droite d'un immeuble à Sierre qui a été plus ou moins touché. C'est ce genre de dégâts, hein, des dégâts plutôt superficiels, hein, disons sur le plan des bâtiments. On a des vitres qui peuvent exploser, on a voilà, des balcons qui s'effondrent, on a beaucoup de cheminées dans tout le Valais qui se sont effondrées également. Mais dans la zone de l'épicentre, hein, l'épicentre c'est vraiment la zone du Raville où là les ondes sismiques sont les plus fortes, on peut avoir des destructions complètes d'habitations. Hein. Là on a un Mayen qui est vraiment s'est détruit, qui est tombé sur lui-même, avec un phénomène qu'on retrouve assez souvent en cas de tremblement de terre, c'est ce phénomène de fissure dans le sol. Hein. Autre exemple de dégâts, les églises ont été très touchées par les tremblements de terre. Les clochers sont très vulnérables, hein. C'est des bâtiments qui sont hauts, en pierre. Sur l'image de gauche, vous avez l'église de Chalais, un petit village entre Sierre et Sion qui a été détruit. Le clocher en fait est tombé à l'intérieur du chœur de l'église. Hein. L'église, les messes vont devoir se tenir à l'extérieur durant de longs mois, le temps qu'on répare. Et c'est assez rigolo dans un sens qu'en Valais, les mois qui suivent le tremblement de terre, il y a vraiment une fièvre de reconstruction des églises. Hein. Il y a une dizaine d'églises qui sont touchées, certaines doivent être complètement détruites. Et dans tout le Valais, on reconstruit les églises massivement après ce tremblement de terre. Je vous ai mis sur votre droite la une de l'Illustré, juste après, hein, le 30 janvier, sauf erreur 1946, qui montre aussi des images de dégâts. On a beaucoup de gravats hein, dans les rues des villes et des villages en Valais. Et on a également ici beaucoup d'impact au paysage. Hein. Le Valais, c'est une zone montagneuse et on a énormément de glissements de terrain, d'éboulements. Là, vous avez une image également dans la zone de l'épicentre, hein, vers le Raville, avec un glissement de terrain qui a détruit des Mayens qui étaient heureusement inoccupés, hein, on est en hiver. Et sur la droite, vous le voyez peut-être moins bien parce que la résolution n'est pas si bonne, mais on a également une photo de glissement de terrain. Alors ces dommages ont été évalués à l'époque à 5 millions de francs, hein, francs de l'époque. J'aime pas faire des comparaisons avec ce que ça voudrait dire maintenant, 5 millions de francs. Ce qui est certain, c'est que si le même séisme survenait en Valais aujourd'hui, le service sismologique suisse, hein, qui est l'institution référente en la matière en Suisse, prévoit plus de 7000 bâtiments atteints, rien qu'en Valais, hein, c'est énorme, 40 morts, 300 blessés, 9000 sans-abri et plus de 2,5 milliards, on le voit, de francs de dégâts, hein, si le même séisme survenait aujourd'hui. Donc, dans la perspective qui est la nôtre, hein, dans l'histoire de cette Suisse à haut risque, c'est tout à fait pertinent de s'intéresser au tremblement de terre puisque, à l'échelle de notre pays, c'est l'une des catastrophes naturelles à la fois la plus probable et à la fois la plus destructrice. Hein. Sur le plan cantonal, c'est le deuxième risque le plus grand, juste après une pénurie générale d'électricité qui peut frapper la Confédération suisse. Ces dégâts, si un même séisme survenait aujourd'hui et si l'épicentre de séisme était situé en Valais, ne se limiterait pas dans le canton du Valais, hein, on aurait des dégâts dans toute la région de la Suisse romande. Donc ce ferait vraiment un événement qui peut être catastrophique. Alors quelques précisions qui me paraissent importantes maintenant. Je vous ai dit qu'à l'époque, pour le même séisme, on a eu simplement 3 victimes, hein, 3 victimes, plusieurs dizaines de blessés. C'est des chiffres qui sont relativement bas. Ça s'explique en fait par 3 facteurs principaux. Le premier, c'est la zone de l'épicentre. L'épicentre est situé dans une zone qui est déserte. Hein, le Raville, c'est une zone où il n'y a personne, surtout au mois de janvier 1946. Or, l'épicentre, c'est là où il y a les secousses les plus fortes. Le deuxième facteur, c'est la durée de ce tremblement de terre. Hein. Il a duré seulement 10 secondes, c'est très peu, 10 secondes pour un gros séisme. Hein. On a beaucoup de tremblements de terre
Je voyais les chiffres en préparant cette conférence du tremblement de terre qui a frappé le Japon en 2011, qui a provoqué la catastrophe de Fukushima. Ce tremblement de terre a duré entre 2 et 4 minutes, selon ce que j'ai vu. Donc c'est des échelles qui sont complètement différentes. Et enfin, le troisième facteur qui explique le faible nombre de victimes, c'est la densité de la population. En 1946, le Valais de 1946 n'a rien à voir avec le Valais d'aujourd'hui, notamment la plaine du Rhône. Vous voyez des images, or maintenant c'est très très dense, il y a beaucoup d'habitations, il y a beaucoup de zones industrielles, il y a beaucoup de densité de population. À l'époque, en Valais, on avait 150 000 personnes. Aujourd'hui, on en a 350 000. Donc, de toute façon, si la population augmente, le risque d'avoir plus de dégâts augmente. Donc, on a affaire à un séisme qui est très violent, mais qui survient dans un territoire où le risque est relativement limité, avec certains paramètres qui ont permis au Valais, au canton du Valais, d'échapper à une véritable tragédie humaine. Ce qui ne veut pas dire que les conséquences sur la population ne furent pas grandes, comme on va le voir. Alors, je me suis contenté dans cette introduction, en fait, si vous voulez, d'un regard froid, d'un regard un peu calculateur sur cet événement. J'ai fait ce qu'on appelle une chronique historique. Et maintenant, j'aimerais essayer de rentrer un petit peu plus dans les thématiques qui sont les miennes. En fait, de voir qu'est-ce que la catastrophe, qu'est-ce que le tremblement de terre peut apporter à l'historien ou l'historienne des représentations. En fait, c'est l'idée de voir ce que ce tremblement de terre, en fait, dit du Valais de 1946. Et on va voir qu'il dit beaucoup de choses, ce tremblement de terre. Une image, vous reconnaissez l'église de Chalais, le clocher de l'église du village de Chalais qui a été détruite. Et voilà ces messes qui, durant de longs mois, doivent se tenir à l'extérieur. Là, on a toute la communauté religieuse qui suit la messe à l'extérieur. Au mois de février, probablement, il fait encore très froid. Alors, un mot sur les sources. De façon assez chanceuse pour l'historien, l'historienne, les catastrophes naturelles sont toujours le sujet d'un très très grand nombre de documents. Ça attire vraiment beaucoup de commentateurs, de gens qui décrivent l'événement, qui écrivent sur cet événement, qui racontent l'événement au moyen de l'image. Et ce séisme de 1946, il ne fait pas exception à la règle. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de documents. Certains, en fait, montrent le séisme que dans l'arrière-plan de leurs propos. Alors, grosso modo, je me suis appuyé sur 4 corpus principaux. Le premier, c'est la presse écrite valaisanne. On a quand même plus de 150 articles qui paraissent en Valais entre janvier et juin 1946. C'est énorme. Il y a vraiment un intérêt médiatique qui est très très fort. Le second corpus, c'est les sources scientifiques. On a beaucoup, comme on va le voir, de scientifiques qui se rendent en Valais, qui vont expliquer, faire des articles pour tous les bulletins de sciences naturelles suisses. Mon troisième corpus, c'est les archives religieuses, liées surtout à l'évêché. On va voir que ces archives montrent le regard du clergé valaisan sur ce tremblement de terre qui est très très intéressant. Et finalement, tout ce qui a trait aux archives institutionnelles. L'État du Valais va produire beaucoup de documents sur ce tremblement de terre en matière de dégâts, de dommages, comme on va le voir. Alors, de façon quelque peu cynique, il faut bien le dire, pour l'historien, pour l'historienne, les catastrophes naturelles sont vraiment un objet très très intéressant. C'est du pain béni parce qu'on apprend beaucoup de choses en fait sur les liens qui se tissent entre une société et l'environnement dans lequel cette société évolue. On a affaire à des phénomènes, et on a pu le voir dans la présentation tout à l'heure, à des phénomènes qui brutalisent véritablement les populations qui sont touchées. C'est des phénomènes qui sont extrêmement violents. L'intensité physique, l'intensité émotionnelle, elle est très élevée, elle est même à son paroxysme. Et il y a un traumatisme, je crois, qui est réel au sein de la population. Et les gens vont vouloir savoir pourquoi c'est arrivé. Très clairement, vont vouloir comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Et c'est en fait toute la méthodologie de ma recherche, c'est que grâce aux catastrophes naturelles, on perçoit, si vous voulez, les catégories de pensée des acteurs, des actrices concernées, leur façon de donner sens aux aléas de la vie, aux événements extérieurs, aux drames qui les touchent. C'est l'horizon mental, de façon assez modeste, de ce qu'on voit sur les sources, c'est l'horizon mental de la population qui peut être approché. Alors, pourquoi est-ce si utile pour l'historien, me diriez-vous ? Peut-être finalement parce qu'on n'a pas 36 000 moyens, tout simplement de connaître, de mieux comprendre les sociétés passées. Et 1946, c'est une société passée déjà, qui n'a plus grand-chose à voir avec notre monde d'aujourd'hui. Ça nous permet de voir en fait quelles étaient les craintes de la population, quelles étaient les vulnérabilités, quelles étaient les croyances auxquelles la population se rattachait. Alors, je vous ai dit que les catastrophes brutalisent les sociétés touchées.
Dans notre cas, comme on va le voir, on a plusieurs paramètres qui montrent que la panique était largement présente, hein, vraiment dans la population valaisanne entre janvier et juillet 1946. Le premier point, c'est que les tremblements de terre déstructurent littéralement le monde dans lequel on évolue. Je ne sais pas si vous avez eu déjà la possibilité de voir sur YouTube ou sur d'autres médias des images d'ondes sismiques dans des pays où il y a des gros tremblements de terre. C'est très violent, on voit vraiment le sol se secouer, on voit l'onde sismique traverser. Donc ça déstructure littéralement notre monde et ce qu'on a construit pour se protéger, le bâti, ça devient tout d'un coup notre principal danger. On ne meurt pas du tremblement de terre, on meurt de ce qui nous tombe sur la figure. Donc c'est quelque chose de très traumatisant pour la population. Toutes les gens qui subissent des gros tremblements de terre, il y a beaucoup de choses qui se font en Italie sur ça. L'Italie malheureusement a une expérience sismique assez élevée, disent qu'ils ont été traumatisés par l'événement qui déstructure vraiment tout leur système de pensée. En Valais, on a des images qui sont très très fortes. On a des gens qui ont fui leurs habitations et qui ont dormi dehors entre le 25 janvier quand survient le tremblement de terre et le dimanche suivant, donc le 28-29 janvier. On a beaucoup de gens qui dorment dehors. Toutes les grandes places du Valais central se remplissent. La place de la Planta, la place la plus connue de la ville de Sion, est remplie et noire de monde le vendredi et le samedi. Les autorités politiques offrent la possibilité aux cafés de garder ouvert leur établissement durant toute la nuit pour permettre aux gens aussi de se réunir et de se réchauffer. On a des gens qui dorment dans les écuries. Moi, j'ai fait un certain nombre de témoignages oraux de gens qui ont vécu ce tremblement de terre qui m'ont dit, voilà, nous, on est partis et on est restés 2 jours dans l'écurie avec les bêtes pour éviter de rentrer dans la maison. On a beaucoup de gens qui dorment dans les baraquements des internés. Les internés, donc on avait, juste après la Deuxième Guerre mondiale, on a encore ces baraquements qui étaient souvent construits en bois. Donc les gens spontanément pensaient, de façon assez juste par ailleurs, qu'ils étaient moins vulnérables à l'intérieur de ces baraquements. On a beaucoup de gens qui dorment dans leur voiture et on a également beaucoup de gens qui font leur messe. Cette image, elle est à Chalais, mais en fait on peut la transposer à Vissois, on peut la transposer à Sion, on peut la transposer à Randogne, qui est un petit village en Valais. On a beaucoup de gens qui fuient les habitations. On peut ajouter à cela tous les exemples qui sont piochés dans la presse de l'époque et qui témoignent en fait de situations d'angoisse. On a une femme parmi les 3 victimes, une des victimes est morte de peur, a fait un arrêt cardiaque au moment du tremblement de terre. Alors effectivement, on ne pourra jamais savoir si c'était un pur hasard au moment du tremblement de terre. Mais néanmoins, ça reflète en fait cette situation d'angoisse. Cette femme est morte de peur à Sierre le 25 janvier 1946. On a les communications téléphoniques, et les médias le montrent très très bien, qui ont explosé. Ça, c'est quelque chose d'assez classique en situation de crise. Les gens veulent savoir si leurs connaissances sont en sécurité. On a vraiment ces communications téléphoniques qui explosent au point de saturer en fait tout le système durant les jours qui suivent le tremblement de terre. De nouveau quelque chose qui arrive souvent en cas de catastrophe, même moderne, même contemporaine. On a des rumeurs très très vite qui prédisent des nouveaux séismes. Le séisme a lieu le vendredi soir, le samedi. Beaucoup de Valaisannes, beaucoup de Valaisans croient qu'il y aura un nouveau séisme à midi. Donc il y a beaucoup de gens qui arrêtent, pour ceux qui travaillent, de travailler, qui sortent dans la rue. C'était une rumeur en fait. Cette rumeur, elle va devoir être démentie au crier public. Donc il y a tout ce phénomène de rumeur. On a tout le phénomène d'incertitude en fait, quant aux dégâts probables. On ne sait pas vraiment en fait ce qui s'est passé juste après le séisme. Donc très clairement, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup d'incertitude. D'autant qu'on parle le plus souvent, et moi-même je le fais, d'un tremblement de terre, du tremblement de terre de 1946. En fait, il serait plus exact de parler d'événements sismiques, tant les répliques de ce tremblement de terre ont été nombreuses. Ce tableau, en fait, c'est un tableau qui est une source, qui est tiré de l'époque, qui montre entre les années 1900 et les années 1950 le nombre de tremblements de terre qui ont lieu en Valais. On voit à l'époque, avec les instruments de l'époque, donc forcément on en a moins, je vous ai dit qu'il y en avait 270 aujourd'hui. À l'époque, dans les temps normaux, habituels, on a entre 3, certaines années il y en a 0, d'autres il y en a 9, 5 séismes par année. On voit que l'année 1946, il y a plus de 500 tremblements de terre qui sont mesurés en Valais. Le seul mois de février 1946, il y en a une centaine en un seul mois. Certains jours, la terre en Valais tremble 30 fois. Et on n'est pas sur des petits tremblements de terre qu'on ressent un tout petit peu, on est sur vraiment des tremblements de terre qui réveillent les gens s'ils sont en train de dormir, qui déstructurent vraiment la population.
et qui stresse la population. La conséquence en fait manifeste de tout cela, c'est que la catastrophe, elle s'étire dans le temps. On n'est pas sur une catastrophe qui dure un jour et on peut passer à autre chose. Un moment et puis on peut aller de l'avant. Là, on est sur une catastrophe qui s'étire durant de longs mois, puisqu'on voit très bien qu'entre le mois de janvier, 145 séismes à partir du 25 janvier, et le mois de l'été, les mois de août, globalement, c'est qu'à partir de l'été 1946 que la Terre finit de trembler. On reste quand même avec pas mal de tremblements de terre, 10, même 6 au mois de décembre 1946. Mais voilà, ça se calme peu à peu qu'à partir de l'été. Donc, si tous ces séismes ne font pas forcément de dégâts, ou en tout cas de gros dégâts, la majorité d'entre elles, très clairement, sont ressenties par les habitantes et les habitants. D'autant plus que le 30 mai 1946, 4 mois après la secousse principale, on a une réplique particulièrement violente qui a lieu et qui cause en fait de nouveaux gros dégâts. Ces dégâts, ils ont surtout lieu dans le Valais central, notamment dans la région du Raville, toujours dans cette zone de l'épicentre. Cette réplique, elle a son épicentre également dans la zone du Raville, et on voit qu'elle provoque en fait un gigantesque éboulement. Si vous voyez sur l'image de droite, celle tout au fond à droite, dans cette région, on avait un paisible lac où les gens allaient se prendre en photo. Et bien, juste après cette réplique, on parle bien d'une réplique, pas du tremblement de terre principal, le lac a été bouché complètement par un gigantesque éboulement qui a eu lieu. On voit la fumée qui était encore visible. Là, c'est une image qui a été prise quelques jours après cet éboulement. Et le choc, en fait, le bruit causé par cet éboulement a été entendu loin à la ronde. Ça a stressé les gens parce qu'ils ont entendu un bruit massif dans la montagne. Ça nous fait penser à la grande peur dans la montagne, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Pour l'anecdote, la commune d'Ayen a redécouvert, en fait, dans lequel était situé ce lac, la commune d'Ayen en Valais a redécouvert que le lac était encore là, même s'il est bouché, s'il est sous la masse rocheuse, il y a encore de l'eau et maintenant ils ont fait des fouilles pour récupérer cette eau potable. Donc Ayen est tranquille durant quelques années grâce au lac qui était oublié depuis 1946. L'autre dégât principal de cette réplique, c'est cette image qui est assez connue, qui est assez utilisée pour signifier, pour raconter ce tremblement de terre. C'est la voûte de l'église de Chipis. L'église de Chipis a été déstructurée par le premier tremblement de terre et cette voûte, elle s'est effondrée suite à la réplique du 30 mai 1946. Toute la voûte, tout le plafond de l'église est tombé au sol. C'est l'image que vous avez au milieu. Il faut s'imaginer que si l'église était pleine ou si c'était au moment d'une procession, il y aurait eu beaucoup de victimes. Heureusement, il n'y avait que le curé à l'intérieur au moment de l'effondrement de la voûte et il a pu s'en sortir. Il a simplement eu une poutre qui lui a amoché un petit peu la figure, mais tout va bien pour lui. Alors, une des conséquences en fait de ce temps de la catastrophe qui s'étire, c'est que les tremblements de terre vont provoquer une baisse drastique des touristes en Valais durant tout l'été 1946. Et ça nous montre que c'est très compliqué de chiffrer les coûts réels d'une catastrophe. On a tendance à dire, voilà, ça coûte 5 millions, ça coûte X millions, ça va coûter 2 milliards et demi. En fait, c'est très compliqué parce que là, à l'été 1946, on a 28 000 nuitées en moins par rapport à l'été 1945. L'été 1945 qui fait juste suite à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, très clairement, les catastrophes coûtent cher et ça va provoquer, au sein des touristes suisses, les gens n'ont pas envie de venir en Valais à l'été 1946. Alors, troisième point de ma présentation, c'est la façon dont les gens vont signifier, vont donner sens à la catastrophe. Dans ce contexte de crise, dans ce temps de la catastrophe, dans ces répliques qui se prolongent, qui continuent d'arriver, il y a des explications qui vont émerger dans la société touchée afin d'expliquer, si vous voulez, de donner sens à la catastrophe, de donner sens au traumatisme pour la population. Alors, ces lectures explicatives, elles sont très importantes pour moi puisqu'elles révèlent en fait
le mode de présence au monde des actrices et des acteurs concernés, hein, ainsi que leur structure mentale. C'est simplement grâce à ces lectures explicatives, on va voir qu'il y en aura deux principales hein, dans les sources, qu'on peut voir à quoi les gens de l'époque se rattachaient pour expliquer le tremblement de terre. Alors, ces lectures, elles sont répandues par des groupes sociaux hein, qui bénéficient des moyens d'expression, qui peuvent s'exprimer dans la presse, qui peuvent raconter le tout au moyen de bulletins de sciences naturelles et autres. Mais il y a un véritable succès au sein de la population qui souscrit vraiment à ces cadres explicatifs. Alors le premier de ces cadres, c'est ce que j'appelle le paradigme providentialiste. On a vu dans la présentation tout à l'heure que la religion servait souvent d'explication hein, aux catastrophes naturelles. Hein. On dit souvent que cela est dévolu et uniquement le fait des sociétés anciennes. Hein. On relègue ça au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, les gens se rattachaient à Dieu puisque finalement c'était un signe divin, une punition. Alors c'est vrai hein, au Moyen-Âge, mais ce qu'on voit avec le tremblement de terre de 1946, c'est qu'en 1946, cette lecture religieuse, cette lecture providentialiste de la catastrophe, elle fait sens, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui vont croire en ça. Hein. Dans ce sens-là, la catastrophe est une manifestation surnaturelle, un message transcendant, en fait un signe simplement qui révèle la présence de Dieu sur Terre. Et ça, c'est très utile en cas de catastrophe, puisque tout a un sens, puisque Dieu l'a voulu. Hein. Les pires victimes, les pires horreurs, les catastrophes naturelles ont un sens, puisque c'est Dieu, nous sommes dans la main de Dieu, Dieu le veut. Cette lecture, voilà, elle n'est pas dévolue au Moyen-Âge avant de se faire pulvériser au siècle des Lumières. Hein. C'est un peu la croyance qu'on a, qu'on avait jusqu'au Moyen-Âge. D'un coup, il y a les Lumières qui arrivent et qui introduisent l'idée de la rationalité. Non, ce schéma explicatif, il est encore très clair en 1946. Et je pense que même maintenant, hein, on parle souvent en cas de catastrophe moderne, de sentiments religieux qui augmentent. Hein. C'est quelque chose qu'on a encore. Alors justement, on dit souvent que la religiosité, elle augmente en cas de catastrophe naturelle, hein, on le voit dans les médias souvent. Cette question, elle est délicate car le sentiment religieux, c'est quelque chose qui échappe un petit peu à l'historienne ou à l'historien, hein, c'est quelque chose qui est très personnel. Néanmoins, en Valais, en 1946, on a des signes clairs qui vont dans ce sens. Hein. Il y a 4 signes principaux. Le premier de ces signes, c'est les confessions. Juste après le tremblement de terre de 1946, du mois de janvier, donc le vendredi soir, on a beaucoup de confessions le week-end qui suit dans toutes les églises valaisannes. Hein. Les gens vont vouloir raconter leurs péchés pour se faire pardonner. Hein. On a des églises qui sont pleines. Alors, pour le cas du Valais en 1946, c'est pas si étonnant, hein, le Valais est encore très croyant, très catholique à l'époque, mais néanmoins, on a des églises qui sont vraiment pleines et on a beaucoup de gens, moi des gens qui m'ont raconté, quand j'ai fait de l'histoire orale, quand j'ai interviewé ces gens, qui m'ont raconté qu'ils ont fait le chapelet durant toute la nuit, en fait, juste après le tremblement de terre. Et on a encore des curés qui se félicitent, en fait, de l'exemple moral offert par le tremblement de terre sur leur communauté religieuse. Alors, à l'intérieur de ce paradigme de la providence, hein, de cette lecture religieuse du tremblement de terre, on a 2 sous-lectures. Hein. On a une première lecture qui est plutôt dévolue à la population, et certaines personnes au sein de la population vont faire du tremblement de terre un signe du diable, hein, très clairement. On a cet exemple que je vous montre ici. Ignace Mariétan, c'est un scientifique, religieux, une personnalité assez intéressante en Valais qui était professeur au collège de Sion, qui a écrit sur la thématique et qui voilà, raconte que les peuples primitifs avaient l'habitude de personnifier les forces de la nature et imaginer des géants, des animaux fantastiques qui s'agitaient dans des cavernes. Hein. C'était dévolu, selon lui, aux peuples primitifs. Pour lui, en 1946, nous avons retrouvé une idée semblable chez un homme de Bramois, disant que la cause du séisme provenait de celui qui a les cornes, c'est-à-dire le diable, mais il se gardait de le nommer. Il s'est réveillé, disait-il, il se remue, il y aura des secousses tant qu'il ne sera pas rendormi. On a cet exemple. Alors, un exemple ne suffit pas à dire que cette lecture du diable était opérante au sein de la société valaisanne, mais cette image, vous voyez, de la fumée qui s'échappe de cet éboulement, eh ben, elle a été également prise par des émanations de soufre. Hein. Beaucoup de gens voyaient dans ces fumées du soufre et donc une ouverture vers la porte des enfers, hein, si vous voulez bien. Et ça, j'ai plusieurs exemples comme ça qui montrent que vraiment il y avait cette croyance au diable, hein, qui est assez propre aux régions catholiques. Hein. Vous n'aurez pas ça dans une région protestante forcément, mais chez les catholiques,
C'est quelque chose qui est opérant. Alors les élites religieuses, elles relèguent complètement cette lecture, hein. Elles disent que c'est uniquement dû à l'esprit surchauffé, hein, ce genre de lecture due au diable. Pour les élites religieuses, donc les élites religieuses à l'époque, c'est le clergé valaisan et le nouvelliste. Hein. Le nouvelliste, donc le principal quotidien valaisan, c'est le porte-voix du clergé valaisan. Pour ces élites, là, le tremblement de terre évolue entre un signe divin destiné à s'amender, hein, c'est vraiment une vision morale, on va remettre les pécheurs sur le droit chemin, et le thème de la punition divine. Ce thème de la punition divine, en fait, il se fait de plus en plus présent à mesure que le temps de la catastrophe il continue, à mesure qu'il y a des répliques. Puisqu'en fait, il faut bien catégoriser ces nouvelles répliques. Hein. Ça va un moment de dire que c'est un signe religieux si vous avez un tremblement de terre. Comment expliquer le signe quand on a 30 répliques par jour durant 5 mois? Alors là, on va passer d'une façon morale, hein, assez opportuniste, il faut bien le dire, au thème de la punition divine qui fait du tremblement de terre une punition de Dieu à cause de la mauvaise conduite des pécheurs. Le paroxysme de cette lecture, il est atteint juste après cette grosse réplique de l'Ascension hein, du mois de mai 1946, puisque à ce moment-là, hein, le 16 juin, le dimanche 16 juin 1946, on a l'évêque valaisan, donc la plus haute autorité religieuse, qui demande à tous les Valaisannes, à tous les Valaisans, de se mettre en marche pour faire une procession. On parlait des processions juste avant, il y en a encore en 1946, donc de faire une procession pour demander à Dieu la cessation des répliques du tremblement de terre. Hein. Nous sommes en 1946, il y a 80 ans, donc c'est pas il y a si longtemps que ça. Beaucoup de personnes, hein, là c'est des images à Sion, donc beaucoup moins bâti qu'aujourd'hui, où on a 2000 personnes en fait, qui se mettent en route tous ensemble pour demander à Dieu la fin des répliques du tremblement de terre. Hein. L'évêque, toutes les autorités religieuses, tout le conseil d'État sont aux avant-postes et toute la population, comme on le voit sur cette photo, suit derrière. Alors on a des choses qui vont encore un peu plus loin, comme l'exemple de ce curé. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais je vais vous le lire avec vous. C'est le curé de Saint-Léonard. Hein. On est toujours au mois de juin 1946. Le curé de Saint-Léonard va faire une lettre qu'il va envoyer en fait, à tous les paroissiens de la commune de Saint-Léonard, donc une petite commune située juste à côté de Sion, qui demande, comme on le voit ensemble, « Chers cafetiers, chers paroissiens, je me permets de venir insister tout spécialement auprès de vous pour que vous consentiez à faire spontanément, volontairement, librement, pour la gloire et le salut du village, ce geste généreux. » Quel est-il, ce geste généreux? Pour notre paroisse qui se trouve dans le rayon particulièrement exposé des tremblements de terre, il y avait beaucoup de tremblements de terre à Saint-Léonard, j'ai demandé, vous le savez, la fermeture de tous les cafés, et cela pendant toute la journée, toute la soirée du dimanche 16 juin 1946. Et ce curé le justifie en disant que ce geste doit certainement être plus agréable à Dieu que la procession elle-même. Hein. Il met une certaine pression sur ses paroissiens puisqu'il dit « Je sais que cela représente pour vous un sacrifice pour vos clients, mais précisément parce que vous êtes un bon cafetier catholique, conscient de vos responsabilités, je sais que vous ne refuserez pas d'offrir à Dieu ce sacrifice pour qu'il nous épargne et cesse de nous maintenir dans l'angoisse de ces tremblements de terre. » Et c'est assez fort, je trouve, ce genre d'exemple, puisqu'on a déjà une allusion au temps des sacrifices, au temps d'un Dieu vengeur, d'un Dieu colérique, et qui montre que voilà, la lecture morale religieuse, elle fait sens pour la population, qui semble en avoir besoin pour dépasser en fait, la catastrophe. Ça montre aussi, en histoire, on aime bien aller contre les idées reçues qui accompagnent souvent nos pensées, que la religiosité, la lecture providentialiste, elle n'est pas dévolue à une société ancienne. Ce serait faux de penser que justement parce que c'est le Valais, c'est qu'en Valais qu'on puisse trouver ce genre de choses. Hein. Je pense que cette lecture, elle est fausse. Et en fait, toutes ces lectures, la lecture religieuse, c'est autant de ressources pour la population de dépasser le temps de la catastrophe. Comme on va le voir, il y a une deuxième lecture, c'est la lecture scientifique. Hein. Les scientifiques vont être très présents dans le tremblement de terre. Eh bien, les gens vont pouvoir aller faire une procession religieuse le dimanche et assister la semaine suivante à une conférence technique sur le sujet. Ce n'étaient pas des choses qui allaient forcément à l'encontre l'une de l'autre. Voilà, je me permets de boire un petit.
Justement, on y vient à cette deuxième grande lecture explicative, hein, après la lecture providentialiste, c'est la lecture scientifique. Hein. J'ai peut-être pas mis le meilleur exemple pour rendre hommage aux scientifiques de l'époque. La science, c'est l'autre paradigme hein, qui cherche véritablement à expliquer le tremblement de terre de 1946. Hein. Il faut savoir que la Suisse, c'est un pays parmi les plus en avance en matière de sismologie. Hein. Dès 1914, il y a un institut sismologique suisse qui est mis en place. Donc il y a vraiment une culture sismique assez vieille en Suisse. Dans cette optique, on a beaucoup de scientifiques qui vont se rendre en Valais pour recueillir des données pour expliquer le tremblement de terre, hein, pour essayer de mieux comprendre le tremblement de terre. Alors ici, on n'est pas lié au salut des âmes hein, ou à un discours moral. Le séisme, en fait, il se limite à ses paramètres physiques. Le séisme est une donnée qui doit faire avancer la science. On a beaucoup en fait, de scientifiques aussi qui vont avoir une posture un peu condescendante sur la population, puisqu'ils vont critiquer assez vertement les craintes, les angoisses de la population, qui tiendraient, et là je cite, hein, selon eux, à des épouvantes ancestrales qui submergeraient la raison pour quelques instants. Hein. Pour les scientifiques, voilà, ça tient des épouvantes ancestrales, ce qui va provoquer chez certaines et certains Valaisannes, Valaisans une certaine colère, en disant qu'ils ont bon dos de nous parler d'épouvante ancestrale. Ils n'étaient pas là au moment de la première grosse réplique du premier gros tremblement de terre. Alors, à l'époque, le savoir scientifique, il est relativement nouveau. Hein, on est en 1946, on n'est pas si loin du début de la sismologie. Donc, il mobilise un savoir qui est assez précaire. Hein. On a un peu tout et n'importe quoi hein, sur les explications qui sont avancées pour raconter le tremblement de terre. Alors, chez la plupart des scientifiques, le tremblement de terre est dû au mouvement de l'écorce terrestre, hein, qui serait dû en fait à la cause de la masse interne. Alors ça c'est assez juste, hein, puisque c'est comme ça que se provoquent les tremblements de terre. Mais pour l'époque, on croit que cette masse interne, elle se refroidit, elle se réchauffe, et donc elle crée en fait des mouvements comme ça de contraction, et ce qui provoque les tremblements de terre. On a d'autres choses, on a des scientifiques qui parlent d'effondrement de cavernes, des grosses cavernes qui seraient situées sous les Alpes, qui s'effondreraient, qui causeraient les tremblements de terre. On a d'autres scientifiques qui expliquent que le tremblement de terre est dû à des infiltrations de pluie. Il a beaucoup plu et neigé juste après le tremblement de terre de janvier 1946. Donc voilà, l'infiltration de pluie. Et on a d'autres choses encore un petit peu plus absurdes, forcément à nos yeux d'aujourd'hui. C'est ce genre de choses. Là, vous avez l'exemple d'un scientifique, Monsieur Hefti à Genève, qui a écrit un petit livre, un petit bouquin d'une cinquantaine de pages, sauf erreur, qui fait peser le tremblement de terre sur une météorite qui se serait encastrée sur le massif du Raville, qui aurait provoqué le tremblement de terre et beaucoup de répliques. Alors vous voyez que ce livre est annoté hein, par un scientifique, par le fond d'un scientifique. Donc ça c'est un scientifique à l'époque, en fait c'est ce monsieur Marietan dont je vous parlais, qui a recueilli, qui lui-même avait ce livre dans son fond, hein, qui est conservé aujourd'hui aux archives de la ville de Sion, qu'il a annoté en soulignant, en surlignant 3 fois, vaste blague. Hein, donc forcément que ils n'étaient pas forcément d'accord les uns avec les autres. Alors, la grande figure scientifique de la période, c'est l'expert. Hein, l'expert qui s'affiche partout, hein, dans tous les médias. On a l'expert qui parle, qui explique, qui raconte le tremblement de terre. L'expert au singulier, hein, il n'y a pas d'experte à l'époque. Hein, c'est un savoir, un discours qui est manié uniquement par des hommes, qui s'affiche dans la presse, qui fait beaucoup de conférences. Hein. On a vraiment une soif dans la population valaisanne d'explications scientifiques et qui écrit beaucoup de bulletins des sciences naturelles. Hein. Dans toute la Suisse, on a des bulletins des sciences naturelles qui vont revenir sur le tremblement de terre de 1946. Alors, dans ce paradigme de la science, les experts en fait s'efforcent dans un premier temps de rassurer la population. Hein. L'événement n'est pas un événement en soi puisque c'est quelque chose de normal où il y a constamment des tremblements de terre. Ils disent également qu'on ne peut pas mettre sur le même plan le tremblement de terre qui a touché le Valais et les gros tremblements de terre qui touchent l'Italie. Hein. Le tremblement de terre de Messine en Sicile 1908, il n'est pas si loin dans les mémoires. Ils pensent que ce phénomène est donc normal et surtout
ils croient, les scientifiques de l'époque, l'expert croit que l'humanité arrivera à terme, prochainement, à maîtriser ce genre de phénomène. On a encore à l'époque, en 1946, la foi dans un progrès technique, en fait, qui verra dans la nature, de moins en moins une force insoumise. C'est ça le progrès technique à l'époque, c'est de croire que la nature va bientôt plus être une force insoumise qui va provoquer des tremblements de terre, mais qu'on va pouvoir en fait domestiquer la nature. On va voir que cette vision en fait du progrès, d'une part, elle s'est imposée. Maintenant, on est complètement dans ça. On croit que la nature, elle est complètement domestiquée. On va le voir. Et par contre, on a remis un petit peu en cause maintenant l'idée du progrès. Le progrès, c'est plus du tout quelque chose d'opérant, contrairement à 1946. À l'époque, en 1946, le progrès, c'est quelque chose. On sort de la bombe atomique qui s'est passée juste avant. Donc la bombe atomique, c'est vraiment, on a parachevé. C'est Prométhée qui a pris le feu nucléaire sur Terre. Donc on a parachevé un peu de manière absolument dramatique l'idée de progrès. 1946, le progrès c'est quelque chose d'important, aujourd'hui plus du tout, ou du moins de façon très très différente. Alors voilà, on a encore un petit peu de temps et dans les 2 dernières parties de cette conférence, j'aimerais revenir sur certaines préoccupations populaires. Ces grands schémas explicatifs, ces 2 lectures explicatives, le paradigme providentialiste, le paradigme de la science, c'est des lectures qui sont très très importantes pour la population. Je pense qu'ils souscrivent. On a, comme je vous l'ai dit, des gens qui vont vers ça, qui vont voir des conférences, qui vont à l'église ou autre. Néanmoins, la population a également des préoccupations plus immédiates, plus terre à terre d'une certaine façon, puisque les tremblements de terre coûtent très très cher. C'est le principal point peut-être à souligner en matière de dégâts. Il y a eu beaucoup de dégâts et ces dégâts coûtent coûtent assez cher. Alors, au sein de mes recherches, j'ai esquissé une histoire politique de la manière dont a été géré le tremblement de terre de 1946, qui est assez intéressante parce qu'il nous montre finalement comment, à l'époque, on considérait les sinistrés, on considérait les gens qui avaient besoin de quelque chose. Alors le premier point à souligner, c'est que la détresse financière de la population, elle est importante. On avait déjà une population qui était déjà vulnérable sur le plan financier. C'était en Valais en 1946 des gens qui avaient peu d'argent, essentiellement des paysans ouvriers, combiné surtout ces 2 types d'occupations. Ces dégâts, comme on a pu le voir, ces dégâts qui sont certes superficiels, mais qui coûtent quand même assez cher. Puisqu'il faut bien réparer tout ça, si vous avez une vitre cassée, si vous avez une cheminée, les autorités politiques vont obliger de réparer toutes les cheminées puisque ça peut causer des incendies. Donc ce genre de dégâts coûte quand même relativement cher. Or, à l'époque, on n'a pas d'assurance. On n'a pas d'assurance sismique comme maintenant. Également, il y a très très peu de gens qui sont assurés sur le plan sismique. Et ce qu'on va voir, c'est que beaucoup de gens vont écrire aux autorités, au Conseil d'État, directement au Conseil d'État, chargé de la sécurité en Valais, pour demander en fait de l'aide. C'est assez émouvant quand on regarde ces archives qui sont conservées aux archives de l'État, où on a des gens qui prennent le stylo, qui écrivent en disant « Écoutez, on a ça comme dégâts et nous, on ne peut pas les réparer. On ne peut pas réparer ces dégâts. » Je vous ai montré des dégâts au bâtiment. Il faut bien s'imaginer que les tremblements de terre détruisent l'intérieur aussi. On a beaucoup d'assiettes, de vaisselle qui est détruite qu'il faut bien réparer. Donc on a des gens qui écrivent aux autorités politiques afin d'obtenir de l'aide et on a d'une certaine façon vraiment la sensation que la colère gronde. On a beaucoup de lettres, on a la presse qui se met aussi, le journal de Sierre, donc Sierre c'est la ville la plus touchée, le journal de Sierre c'était le journal de cette localité qui va faire beaucoup d'articles pour demander à l'État d'intervenir. On se met vraiment sous le coup de l'État-providence et on a également des pétitions. On a des commerçants, beaucoup de commerçants qui vont écrire des pétitions signées par plusieurs centaines quand même de personnes pour demander à l'État, au gouvernement valaisan d'intervenir. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce discours, beaucoup de gens prennent appui sur la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, forcément, on a un peu lissé les faits. À l'époque, la Deuxième Guerre mondiale est encore dans toutes les mémoires, forcément. Et les gens disent, on a ce discours qui revient assez souvent, qu'on a beaucoup aidé les populations étrangères durant la Deuxième Guerre mondiale, au moyen du Don suisse, notamment le Don suisse qui a été vraiment une œuvre caricative extrême pour la population étrangère. Et ces gens disent,
que voilà, on a aidé ces gens à l'étranger, pourquoi nous, qui sommes touchés aujourd'hui, on ne pourrait pas être aidés, hein? C'est un argumentaire qui va être repris. Alors, sous la pression populaire, assez rapidement, pour l'époque, hein, au mois de mars 1946, hein, le tremblement de terre a eu lieu au mois de janvier. Au mois de mars, 2 mois après, le Conseil d'État valaisan met en place une commission de secours, en fait chargée d'une part de quantifier les dégâts, hein, de savoir ce qui s'est réellement passé en Valais suite à ce tremblement de terre, et d'autre part, après cela, de réunir des fonds afin d'aider les sinistrés valaisans. Et ça, c'est un mot qui est nouveau, hein, dans le vocabulaire de l'époque, celui de sinistré valaisan. On découvre ce que c'est qu'un sinistré. Alors, c'est des démarches qui sont très très compliquées, qui sont laborieuses, hein, dues notamment au fait que la méfiance règne entre le gouvernement valaisan, hein, les autorités cantonales et les communes. Le gouvernement valaisan croit et est assez persuadé que les communes gonflent leurs chiffres, hein, vont donner plus de dégâts pour recevoir plus d'argent. Et on a des choses, vraiment des choses qui sont assez folles. On a la commune de Randogne, hein, je vous le cite de mémoire, qui déclare au gouvernement valaisan plus de 200 000 francs de dégâts. 200 000 francs de dégâts, le gouvernement valaisan ne retient que 30 000 francs sur ces 200 000 francs. Donc quand je vous parle de 5 millions de francs, c'est le chiffre du gouvernement. Ce chiffre, il est largement sous-évalué. Sur ce tableau, c'est les dégâts quantifiés par le gouvernement valaisan pour chaque district du canton du Valais. On voit clairement que le district le plus touché, c'est le district de Sierre, hein, qui concentre 3 millions et un peu plus de francs de dommages, suivi du district de Sion, voilà, avec 900 000 francs de dégâts. Ce qui va se passer également, c'est que ce fonds d'aide, ce fonds de secours va être réservé aux sinistrés nécessiteux. Hein, on va faire une distinction entre d'un côté les sinistrés et de l'autre les sinistrés nécessiteux. En fait, les gens vont devoir prouver qu'ils ont peu de moyens financiers pour toucher de l'argent. Hein, vous pouvez avoir des gros dégâts. Si voilà, vous avez un certain nombre, il y a des calculs qui sont très compliqués, si vous avez certains moyens financiers, vous n'allez rien toucher, hein, rien toucher du tout. Et on a des listes de sinistrés, on a plus de 1500 personnes qui sont reconnues comme sinistrées, qui vont envoyer leurs données, parce qu'il faut en fait déclarer en fait leur situation financière pour toucher ou non des dégâts. Et pour moi, ça a été assez mouvant parce que voilà, c'est un peu des fois la récompense de l'historien quand on est plongé dans ses archives. Je suis tombé sur mon grand-papa qui avait, j'ignorais en fait complètement qu'il avait déclaré un certain montant de dégâts suite au tremblement de terre et qui a touché 100 francs. Voilà, pour l'époque, c'est une somme tout à fait correcte néanmoins. Alors, quoi qu'il en soit, hein, il y a seulement 23% de cette somme qui va être couverte par la collecte de fonds. Hein. Donc il y a près de 80% des dégâts qui seront à la charge directe de la population valaisanne. La catastrophe du tremblement de terre de 1946, si catastrophe il y a, est avant tout financière. Hein. C'est un tremblement de terre qui va coûter très très cher. D'autant plus que ces démarches vont être extrêmement laborieuses. On va mettre 2 ans pour donner l'argent à la population touchée. Hein. Le tremblement de terre a lieu le mois de janvier 1946. C'est seulement à la fin de l'année 1948 que les montants seront versés à la population valaisanne. Alors voilà, un point ici par rapport aux préoccupations populaires, c'est celui-ci. Hein. C'est assez émouvant de voir comment la population de l'époque se met en scène, hein, devant les stigmates de la catastrophe. Là, vous avez en fait une famille qui est montée dans la zone du Raville, hein, durant l'été 1946 pour se photographier devant des exemples dus au tremblement de terre. Hein. Ce qui veut dire que les gens avaient conscience à l'époque de vivre un moment extraordinaire, hein, de vivre quelque chose qui n'est pas ordinaire. Là, vous avez cet éboulement du Raville dû justement à une réplique. On voit très bien que si cet éboulement est énorme, hein, c'est massif, hein, vous voyez la taille des blocs comparé à l'homme qui est en haut à droite. Hein. Cet éboulement d'ailleurs est encore visible, hein, si vous allez skier du côté d'Anzère. Vous le voyez si vous montez tout au sommet d'un télésiège. Et à droite, quelque chose d'assez émouvant, c'est justement cette famille qui se photographie devant les Mayens détruits. Alors je ne sais pas si ces Mayens appartenaient en fait à cette famille ou autre. Mais voilà, c'est pour montrer aussi qu'à l'époque, les gens avaient conscience de vivre un moment assez extraordinaire.
voilà, je bois et j'en viendrai à la dernière partie de ma conférence. Pour vous dire, en guise de conclusion, d'ouverture peut-être à vos questions, j'aimerais vous proposer une réflexion sur le risque. Hein, parce que ce que nous montre l'histoire du tremblement de terre, c'est une évolution manifeste dans la manière de concevoir le risque. Hein. Je crois qu'il y a 3 choses que révèle ce tremblement de terre. J'avais intitulé mon mémoire de master à l'époque le tremblement de terre de 1946, un révélateur de la société valaisanne. Ce que révèle ce séisme, c'est ces lectures explicatives, justement, ce paradigme de la providence, ce paradigme de la science. Ce que révèle ce séisme, c'est la dimension politique. Hein. Qu'est-ce que est un sinistré, qu'est-ce que est un non sinistré. Et le 3e paramètre, c'est la manière de concevoir le risque. Hein. À bien des égards, en 1946, le risque n'existe pas. Hein, on peut le dire, je crois, la notion de risque n'est pas opérante. Le séisme, en 1946, témoigne, si vous voulez bien, de l'existence d'un monde naturel, hein, d'un monde qui n'est pas totalement domestiqué. Les causes du phénomène sont à trouver dans des causes externes. Ça peut être Dieu, qui secoue la terre, qui fait un message destiné à nous amender. Ça peut être la nature qui est puissante, qui est violente. Ces causes-là sont dans des paramètres qui sont externes. Et donc le fatalisme est opérant. Hein. Des événements catastrophes arrivent de temps à autre. Ma foi, voilà, on a des victimes et une fois qu'on a réparé les dégâts, on peut passer à autre chose. Hein. On oublie assez vite les catastrophes à l'époque. C'est pour ça qu'il n'y a aucun plan de secours hein, à l'époque qui est prévu. Je vous ai dit que le système de secours est extrêmement laborieux, mais en fait les gens devaient improviser. Hein. On n'a pas de plan de secours puisque finalement, les catastrophes ne sont pas des événements, hein. Le risque n'existe pas, le fatalisme est là, et il y a des événements voilà, exogènes qui interviennent en dehors de notre société humaine. Or, depuis 1946, le paradigme scientifique en fait, a tellement progressé que d'une certaine façon, la modélisation mathématique du monde s'est imposée. Hein. En gros, depuis le XXe siècle, la Suisse s'est couverte, absolument couverte d'instruments de mesure. Hein. C'est l'apparition des sismographes, des thermomètres, de tous les instruments de mesure pour contrôler, pour refléter en fait, l'idée d'un contrôle sur la nature. Dès lors, puisque le monde expert s'est imposé, hein, on a poussé assez loin la connaissance des causes des tremblements de terre, le paradigme de la providence s'est un petit peu effacé, hein, Dieu n'a plus la même place qu'il avait à l'époque, en tout cas. Dès lors, à cause ou grâce, c'est selon à ces paramètres, on ne peut plus faire porter les tremblements de terre sur une cause qui nous dépasse. Hein. Et c'est tout de même assez angoissant hein, pour nos sociétés occidentales, nos sociétés contemporaines, qui deviennent d'une certaine façon responsables de leur propre malheur. Hein. En fait, de façon très claire, toutes les catastrophes aujourd'hui sont considérées comme des dysfonctionnements. Hein, vous avez l'exemple des inondations, je ne sais pas si vous les avez suivies, du Valais. Moi, j'ai suivi parce que je suis valaisan au mois de juin 1946. On a eu une inondation qui a, voilà, il y a une digue qui a rompu. Vous avez des images assez folles de l'autoroute qui était recouverte d'eau. Cette catastrophe, en 1946, elle aurait été peut-être due au fatalisme. Aujourd'hui, elle reflète en fait un dysfonctionnement. Il y a eu un bug dans la machine à un moment donné qui a pu provoquer cette inondation. Et ça, en fait, c'est ce qu'un auteur comme le sociologue Ulrich Beck, qui est un sociologue qui a eu beaucoup de succès à la fin des années 80, a appelé la société du risque. Hein, dans notre monde, pour se prémunir en fait de tout danger et pour entretenir de façon assez inconsciente hein, ce fantasme sécuritaire qui, s'il n'existait pas, en fait, mettrait d'une certaine façon notre monde face à ses propres limites, hein, puisque finalement on va tout le temps avoir des catastrophes. Hein, c'est voilà, le revers de la médaille de nos sociétés. Notre monde occidental fait du risque une donnée qui est tout le temps présente et qui légitime en fait un très très fort contrôle étatique. Hein. Si vous voulez bien, la responsabilité de tous les acteurs, elle se dilue dans le risque. Hein. C'est le risque qui est conséquence des catastrophes.
Et c'est pour ça maintenant qu'on a tant de catastrophes, de cartes de danger, qu'on a tant de mesures préventives en fait. C'est pour se donner l'illusion d'une certaine façon de contrôler ce monde qu'on a peu à peu domestiqué. Et c'est peut-être pour ça que les catastrophes sont aujourd'hui particulièrement dévastatrices pour la confiance en fait que le monde occidental a de lui-même. Ça révèle en fait des limites qu'on n'aime pas voir, qu'on relègue d'une certaine façon au sein de ce qu'on appelle le risque. Et on aime très peu maintenant les catastrophes puisque ça nous met face aux limites qu'on a voulu faire entre nous et puis le monde qui nous entoure. Voilà, sur ces réflexions, je vous remercie de votre attention. Je vous note ici une biographie sélective qui revient sur voilà, certains des auteurs qui m'ont permis de faire cette recherche. Également les sources principales des images que je vous ai montrées ce soir. Merci à vous pour votre écoute.